et d'amélioration de la qualité dans la forêt feuillue. Alors, c'est à lui que revient la première salve de réaction au rapport d'audit de performance que M. Lannoy nous a présenté. M. Guillemette, Merci. François. Oh, merci, Luc. Bonjour tout le monde. Bon, ça fait quand même un drôle de contexte parce que personnellement, j'ai été plus invité pour présenter des aspects assez techniques et pas nécessairement faire le lien avec, excusez-moi, avec le rapport du vérificateur général. Je vais quand même faire quelques petits liens dans ma présentation, mais je vais vraiment vous parler d'efficacité, de résultats à long terme de traitement sylvicole. Dans le rapport du vérificateur général, on parlait beaucoup de suivi d'efficacité ou de conformité, c'est-à-dire vraiment à plus court terme. Quand on parle des effets réels, c'est un suivi scientifique ou un suivi de validation où on vient à long terme valider les hypothèses émises au début, au moment de l'application du traitement. Puis, c'est un projet qui a démarré il y a quand même longue date. Je vais commencer par faire un petit historique parce que je pense pas que tout le monde est au courant un peu d'où ça sort, ce projet-là. Puis ensuite, je vais vous bombarder de données. Malheureusement, on me dit souvent que mes présentations sont très techniques. C'est un sujet technique, la sylviculture, puis il y a des gens qui s'intéressent à ça aussi, puis qui ont besoin de ces chiffres-là, mais je vous dirais de façon générale, euh, laissez-vous pas noyer par l'abondance de chiffres, retenez les grandes tendances, parce que c'est un projet que on pourrait passer une demi-journée à décortiquer les résultats de ça, puis on n'a pas fini de l'analyser. Fait que l'historique, on remonte au régime forestier de 1987. Fait que là, on change de régime forestier. On présente des résultats qui datent pour des traitements du régime précédent. C'est le défaut de ça, hein? Même si Einstein nous a appris que le temps c'était relatif, on s'en sort pas. Là. Je ne peux pas vous présenter aujourd'hui des résultats 20 ans de traitement pratiqués en 2017. Puis à ce moment-là, avec la création des contrats d'approvisionnement d'aménagement forestier, il y avait le manuel d'aménagement forestier qui venait dire, dans le fond, comment on fait les traitements, puis c'est quoi nos hypothèses de rendement qu'on s'attend. Puis c'est là qu'on a emmené l'expression mesure des effets réels, c'est là qu'on le retrouve. Dans le fond, c'est de vérifier ces hypothèses-là au manuel lorsque le traitement est, on va dire, appliqué selon les règles de l'art à cette époque-là. Puis, c'est avec la stratégie de protection des forêts de 1994 qu'on a préconisé la coupe de jardinage en forêt de feuillus au lieu de, avant, les années 80 puis 70, puis auparavant, c'était beaucoup des coupes à diamètre limite. Puis, c'est là qu'on a commencé, c'est avec la stratégie de protection qu'on a vraiment enclenché, suite à ça, la mesure des effets réels des coupes de jardinage en 1995. C'est là que le projet comme tel a commencé. C'était bien avant que je sois au ministère. Je n'étais même pas encore étudiant en foresterie. C'est un projet dont j'ai hérité, que j'ai la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Au manuel d'aménagement forestier, le MAF, on parlait de la coupe de jardinage comme une coupe périodique d'arbres qu'on choisit individuellement ou en petits groupes. Puis dans un peuplement inéquien, c'est-à-dire qu'il y a des arbres de tous les âges. Dans le fond, l'idée, c'est de récolter la production puis de l'amener à une structure inéquienne qu'on appelait régulière à l'époque. Bon, on a changé un peu nos choix de termes aujourd'hui, mais dans le fond, c'est une structure jardinée ou équilibrée qu'on va permettre des prélèvements périodiques. Puis tout en assurant bon, les soins culturaux aux arbres. Puis il y a un caractère de régénération puis d'amélioration dans ces peuplements-là. C'était beaucoup dans des productions pour des érablières. Mais aussi, on l'appliquait dans des peuplements qu'on vise des productions de bouleau jaune et la pruche aussi, dans le moindre importance. Je ne vous présenterai pas de résultats sur les prucheraies aujourd'hui. Il y avait aussi des peuplements, le bouleau jaune, il y avait aussi des peuplements mixtes à bouleau jaune. Des bêtes jaunes résineuses qu'on appelle. Bon, c'est juste une coupe de concepts là, au niveau de la structure jardinée, quand on parle de, dans le fond, ce qu'on vous êtes habitué de voir, les forestiers ont vu dans leur cours en théorie, c'est ça, c'est qu'ici, on a une quantité de tiges par classe de diamètre. Avant coupe, on en prélève une partie dans toutes les classes de diamètre, puis ensuite, on va avoir une quantité résiduelle. Je me suis mis ces dernières années à présenter plus souvent en classe la même structure, mais présentant en surface terrière des arbres. On peut la mettre en volume, marchand brut, comme on le répartit dans les classes de diamètre. Essentiellement, notre fameuse courbe en J inversée devient comme à peu près un plateau dans les classes des arbres qui sont dominants, codominants. Les arbres plus petits, intermédiaires, opprimés, ce qu'on va appeler des perches, il y en a un petit peu moins. Mais essentiellement, c'est ça. Puis à la fin, on va avoir quelques vieux gros arbres qui restent dans notre peuplement. Mais je vous présente comme ça aussi, parce que vous allez voir, des fois, j'ai des diapos aussi sur les surfaces taillées. Ça aide à. L'avantage pour les forestiers, c'est que la surface taillée, c'est très pratique en forêt. On se fait l'œil pour se servir d'un prisme. Puis rapidement, on est capable de voir, est-ce que j'ai la même surface terrière dans chacune de mes classes de diamètre? Si oui, je suis assez équilibré. Sinon, on peut constater rapidement les déséquilibres en forêt.
C'est le sens pratique que je vois à cette représentation-là. Les hypothèses qu'on avait au manuel d'aménagement forestier, c'était qu'on ferait des rotations de 20 ans, plus ou moins 5 ans, en prélevant environ 30 de la surface terrière ou du volume, et que ça permettrait de reconstituer le volume ou la surface terrière. Ici, on a un petit graphique qui le montre. Là. Ici, c'est une surface terrière, une certaine surface terrière, on coupe, on baisse, ça remonte progressivement à chaque 5 ans, puis au bout de 20 ans, on retrouve les mêmes conditions. C'est ça le concept du jardinage en théorie. Puis, et qu'on avait comme hypothèse qu'on allait reconstituer notre volume marchand brut. Ça, c'est vraiment le volume de tous nos arbres de 10 cm. Tout le volume jusqu'à 9,1 cm au fin bout. Ça comprend dans le feuillu, ça comprend des branches, ça comprend, il y a des arbres qui sont carriés, qui sont creux. Ça comprend le vide qu'on a là-dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle un volume marchand brut. Ça implique, avec les prélèvements qui ont été faits à l'époque, d'environ 7 à 10 disons, mètres carrés par hectare ou 56 à 109 mètres cubes à l'hectare à ce moment-là. Ça veut dire qu'il faudrait s'attendre à avoir un accroissement annuel, une production autour de 2,8 à 5,5 mètres cubes par hectare par année. C'est des gros accroissements quand même. On se mettait des attentes assez élevées. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et qu'on s'attendait aussi de reconstruire ce volume-là en bois d'œuvre. Non seulement la portion marchand brut, qui est l'ensemble, comme je vous disais, qui comprend le creux, mais aussi le bois d'œuvre. Dans le feuillu, quand on parle de bois d'œuvre, généralement, c'est des billes qui ont au moins 19-20 cm au fin bout, sous écorce, puis qui sont assez droites, puis assez claires de nœuds. Puis, il y a beaucoup de billes aussi qui vont être destinées à la pâte, ou des fois, il y a des rebuts qui vont rester en forêt, qui ne seront pas prélevés. On s'attendait aussi d'augmenter le pourcentage des arbres de qualité. C'était dans nos hypothèses qu'on avait à l'époque. Je vais surtout me concentrer sur les volumes pour la présentation d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout présenter, puis mais je vais passer quelques autres éléments rapidement. Au niveau de ce réseau-là qui a été implanté dans les années 1995 et 1999, j'ai mis un petit tableau synthèse des types d'érablières. On les a séparés selon leur région écologique, parce que dans les hypothèses manuelles, c'était ça aussi. On s'attendait on disait qu'on ferait un programme de mesure d'effets réels, mais aussi qu'on présenterait des résultats sur les bases des régions écologiques. Fait que par région écologique, on a entre 7 et 50 peuplements ou chantiers. Là. La frontière est toujours un peu floue entre les deux. Là. Ça dépend comment on interprète nos choses. Là, qui ont été échantillonnés dans les érablières et 71 dans des bétulets jaunes. Il y a des bétulets jaunes résineuses. On voit à peu près les pourcentages d'érable à sucre et de bouleau jaune dans chacun des cas. Les prélèvements sont assez conformes dans l'ensemble. Là, on est autour de 25 à 35 de prélèvements. On parlait de 30 plus ou moins 5. On est vraiment là-dedans. On a des surfaces terrières résiduelles de nos peuplements, là, quand même autour de, pas loin de, un petit peu en bas de 20 mètres carrés à l'hectare, des surfaces terrières quand même assez élevées. C'était des peuplements généralement qui commençaient, qui avaient autour de 28-29 mètres carrés à l'hectare. C'est des peuplements assez denses, assez vieux. Puis, de façon générale, dans une première étude qu'on a publiée, on constatait qu'on respectait les principaux critères de réalisation des coupes de jardinage qui étaient mises au manuel d'aménagement forestier. Puis, il y avait peu de différence de composition de qualité suite à la coupe. Il n'y avait pas eu des gros changements dans les proportions des essences, dans les proportions des qualités. Le diamètre moyen quadratique des arbres avait diminué légèrement. Ça veut dire qu'on avait récolté des arbres un petit peu plus gros que la moyenne, puis on a des peuplements des diamètres un peu plus faibles que la moyenne. C'est ça essentiellement. Ça, c'est le réseau, la répartition du réseau avec les données à 10 ans, parce qu'on s'entend qu'avec le temps, là, comme par exemple en 2006, il y a eu un gros chablot au Témiscamingue, dans ces coins ici, puis on a perdu des parcelles là, avec ce chablis-là. Fait que des fois, il y a des endroits là où qu'on a perdu, mais essentiellement, c'est la répartition du réseau. On voit que c'est sur terre publique, essentiellement. Vous avez des distinctions entre les bétulets jaunes résineuses et les érablières. Il y en a dans le Bas-Saint-Laurent aussi, légèrement vers la Gaspésie, un petit peu dans les Appalaches ici, là, mais essentiellement, le gros est en Outaouais, Laurentides, Témiscamingue. Dans le fond, dans chaque secteur, on avait une placette témoin sans intervention, parfois 2, exceptionnellement, puis de 1 à 4 placettes qui étaient traitées, des placettes permanentes de 400 mètres carrés, assez typique, là, dans le fond, c'était calqué sur les méthodes de la direction des inventaires forestiers pour les placettes permanentes. On notait l'essence, le diamètre, l'état de la tige, sa vigueur, la classe de qualité de la bille de pied pour évaluer le potentiel de bois d'œuvre. La notion de vigueur, c'est en lien avec le martelage de ce qui était préconisé à l'époque, les références de M. Meissen. À partir de 2005, on a noté la priorité de récolte MSCA, un nouveau système qui a été introduit par la suite, mais je n'en présenterai pas de résultats là-dessus aujourd'hui. Puis,
un petit point, un petit commentaire en passant, là, puis j'ai pas eu souvent l'occasion de le présenter, ça là. C'est que on avait constaté il y a quelques années que toutes nos mesures dans les dispositifs de recherche, là, à peu près toutes les mesures sont prises au ruban diamétrique. On a un ruban qu'on fait le tour du tronc de l'arbre, au lieu de prendre un pied à coulisse qui prend un des diamètres, mettons, de façon systématique. Puis, essentiellement, ça amène des biais, une surestimation de 5 de la surface extérieure et du volume dans nos érablières. C'est dû au fait qu'un arbre feuillu, c'est rarement rond. J'en ai mesuré plusieurs moi-même. On prenait le pied à coulisse, je faisais le tour, puis on variait toujours en diamètre. Le pied, il bougeait. Puis des arbres ronds, je pense que j'en ai vu un sur des centaines. C'est exceptionnel, puis il était petit. Là. Plus les arbres sont gros, ils sont rarement ronds. Puis quand on prend un ruban diamétrique, on présume que l'arbre est rond. Mais à ce moment-là, ça pourrait faire que, vu que l'arbre n'est pas rond, bien, automatiquement, on surestime le diamètre de l'arbre, sa surface extérieure et son volume. Il faut être conscient de ça dans tous les chiffres que je vais vous présenter. Là, puis, de façon générale, là, on a beaucoup d'outils qui ont ce biais-là. Là. Mais tu sais, c'est un biais que, à partir du moment qu'on le reconnaît et qu'on est capable de travailler avec et de vivre avec, là, ça fait partie de la réalité. Puis on a un énorme volume de données depuis des années qui contiennent ça. C'est pour ça, des fois, vous allez voir des volumes, vous allez dire, il me semble que c'était un petit peu plus bas. Il y en a peut-être qui connaissent les volumes qu'il y avait dans ces territoires-là ces années-là. On dit, il me semble que c'était un petit peu plus bas. Ben, enlevez 5 vous allez être plus proche. Il y a des mesurages qui ont été pris, bien évidemment, avant coupe, après coupe, puis ensuite aux 5 ans. À la mesure d'environ 15 ans, au lieu de prendre une mesure dendrométrique, on a fait le choix d'aller chercher des mesures additionnelles sur les propriétés des sols, les hauteurs des arbres. Puis, jusqu'aux environs de 15 ans, c'est des données qui étaient prises par les unités de gestion du ministère. Puis, maintenant, c'est par des contractants, un peu de la même façon que la direction des inventaires forestiers procède avec des appels d'offres auprès de firmes d'inventaire. Les premiers résultats, je vais y aller un peu historiquement, là, les premiers résultats de façon qui ont été présentés à 5 ans. On avait le fameux rapport de Bédard et Brassard, là, mon collègue Steve Bédard qui avait eu le mandat de réaliser ces études-là à 5 ans, les premières coupes de jardinage, fait que les premières années qui avaient été mesurées. Puis, ça avait été un accroissement d'autour de 0,12 mètres carrés par hectare par année en surface extérieure, alors que l'hypothèse, c'était qu'on aurait de 0,37 à 0,54. Tandis que dans des dispositifs expérimentaux qu'il y avait à l'époque, les premiers résultats qu'on avait, on était quand même assez proche de l'hypothèse, légèrement en dessous, mais quand même assez proche. Il y avait un gros écart. Évidemment, on expliquait ça par un prélèvement relativement élevé en arbres qu'on appelle de vigueur 1, c'est-à-dire les meilleurs candidats, les arbres de meilleure qualité. On trouvait que c'était un peu fort. C'était quand même inférieur au taux de prélèvement, mais on jugeait que c'était un peu fort. Dans les dispositifs de recherche, on en avait fait moins. Il n'y en avait pratiquement pas d'arbres de vigueur 1 qui avaient été prélevés. Ben, on avait 2 à 6 Puis la croissance était quand même inférieure aux résultats des dispositifs expérimentaux. On expliquait ça aussi par une mortalité élevée. On avait laissé beaucoup de vieux gros arbres de très mauvaise qualité sur pied qui sont morts rapidement dans le premier 5 ans. Puis là, ben ça, quand on le regarde en surface extérieure, ça amenait une perte assez importante qui n'était pas toujours suffisamment compensée par l'accroissement des arbres qui, eux, qui vivaient encore, qui étaient encore sur pied. Puis ça avait insisté sur l'importance de modifier la façon d'effectuer le prélèvement et ça incitait sur l'importance d'avoir plus de tiges non vigoureuses dans le prélèvement, moins de tiges vigoureuses, de belle qualité. Ça avait fait les manchettes à l'époque. On ne voit pas ça souvent en foresterie, des dossiers comme ça. Puis, il y avait eu un plan d'action ministériel qui a été élaboré avec 16 actions ciblées. En gros, là, je vais résumer là en 4 points. C'est de réévaluer les rendements, de modifier le martelage, et c'est là qu'il y a eu l'introduction, le développement de système de classement MSCR, l'accréditation des marteleurs avec un programme à ce niveau-là, l'amélioration des contrôles aussi de surveillance de est-ce qu'on applique vraiment bien le traitement en forêt. Puis, il y avait aussi une volonté, encore une fois, d'utiliser le maximum de valeur des bois, parce que vous allez le voir tantôt, moi, quand j'ai été formé, je disais, ah, wow, les forêts feuillues, là, on produit des bois de haute valeur avec ça, du déroulage, des planches de sciage, là, des sélects, faire des planchers, des meubles. Puis, c'est comme fascinant, mais le jour qu'on réalise la quantité, c'est une petite fraction du volume de ces forêts-là. Là. On a des belles forêts avec 200, 250 mètres cubes à l'hectare sur pied, puis des fois, on a juste 20-25 mètres cubes à l'hectare de belles billes de sciage. Puis là, si on les ramène aux planches, ben là, cette fraction-là est encore plus faible. C'est un peu le défi de la forêt feuillue, c'est d'être capable d'utiliser le maximum de valeur des bois, d'aller chercher de la valeur dans des bois qui sont de moins bonne qualité, puis de valoriser les bois de trituration.
Aussi, dans les retombées de ces premiers résultats-là, ces résultats-là ont servi à développer des modèles de prélèvement qui ont été intégrés au simulateur de croissance. On a trois principaux modèles de croissance qu'on a développés au ministère dans les dernières années. Moi, je vous parle de SAMAR et d'Artemis. C'est des modèles qui sont parties individuelles. Dans le cas de SAMAR, il est vraiment calibré pour les érablières, basé sur les dispositifs de recherche. Artemis, c'est les assiettes permanentes de la direction des inventaires forestiers. Puis, pour faire rouler ces modèles-là, des fois, on a besoin de simuler des prélèvements. Ces données-là ont servi à ça, à ce moment-là. Ça a aussi, d'un premier retombé, ça a soulevé le besoin d'ajouter des options sylvicoles. On s'est rapidement rendu compte que, oui, on n'a pas les résultats escomptés, mais c'est peut-être aussi parce que des fois, on ne fait pas le bon traitement à la bonne place. Bon, peut-être que nos attentes étaient trop élevées ou mal adaptées aux conditions qu'on avait. Puis ça, c'est tout ça qui a soulevé aussi la réflexion qui a mené à l'introduction des coupes progressives et régulières. Ça, c'est des traitements qui ont beaucoup d'importance aujourd'hui sur les terres publiques, puis qu'on a décrit abondamment dans les guides sylvicoles. Puis, l'idée d'introduire ça, ça part entre autres des premiers résultats les premières retombées de ce projet-là, entre autres. Les deuxièmes résultats, à 10 ans, on a publié un mémoire de recherche. On constatait qu'il y en avait une amélioration du rendement par rapport à 5 ans. Si vous regardez les colonnes en vert, c'est les premiers 5 ans. Tu sais, ici, vous allez dire, tantôt, vous avez montré 0.12, là, c'est 0.18. C'est parce que à ce moment-là, on avait tout le réseau, là, de 1995 à 1999, pas juste les 2 premières années. Puis, fait que là, on a quand même une tendance à l'amélioration du rendement. C'était pas statistiquement significatif entre les deux, mais c'était sur la marge de l'être. Puis, on voyait quand même qu'il y avait une tendance. Puis, nos simulateurs de croissance, c'est ce qui nous indiquait aussi. Au début, on était un peu sceptiques, mais ils disaient que oui. Dans le fond, comprendre l'idée, c'est que je vous disais, les arbres qui sont morts le plus, c'est les arbres très dégradés. Les gros arbres très dégradés sont morts rapidement au début. Après ça, ils ne meurent plus parce qu'ils sont déjà morts. C'est bête de même. Fait que là, les petits arbres qui sont de qualité, eux autres, ils en profitent puis ils poussent, puis là, ils permettent d'améliorer le rendement. On avait quand même des différences régionales importantes. Si on regarde ça, comment ça se répartit dans le Québec, vous voyez, on avait séparé avec des regroupements de régions écologiques. Fait que là, c'est pas tout le monde qui est familier avec la codification, là, mais essentiellement, j'ai mis les codes des régions écologiques ici. Vous pouvez les voir sur la carte, là, ça vous donne une petite idée rapidement. Là. Quand ça commence par un 3, c'est dans le domaine de l'érablière. Tandis qu'à bouleau jaune, tandis qu'elle commence par un 4, c'est dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune. Puis, essentiellement, dans le réseau des érablières, dans nos dispositifs de recherche, ça va être les résultats en bleu. Puis, dans les effets réels, le réseau d'effets réels, va être en rouge. J'avais les deux moyennes pour une première période de 10 ans, comment que ça se comparait. Puis, mais par région, c'est bien intéressant de l'analyser, comme au Bas-Saint-Laurent, dans nos dispositifs de recherche, on a les mêmes rendements qu'on observait dans les effets réels. Fait qu'à ce moment-là, on avait vraiment les mêmes rendements dans les conditions, que ce soit dans les dispositifs des chercheurs, que ce soit dans le réseau des placettes, des traitements réalisés par les industriels, c'était le même rendement. Si on s'en va vers l'ouest, on a des baisses. Jusqu'au Témiscamingue, c'était un rendement très faible, autour de 0 finalement, c'est que les surfaces terrières n'évoluaient pas. C'est des accroissements en surface terrière, en mètres carrés par hectare par année. On avait un petit peu entre les deux pour plus les Laurentides, là, ces régions-là. Là, c'est dans ces régions-là qu'on a les plus gros écarts avec nos dispositifs parce qu'on a quand même des bons rendements. Mais ici, on a beaucoup de données qui viennent de la forêt Mousseau, qui est à la municipalité de Sainte-Véronique, un petit peu avant Mont-Laurier. Là. Puis, il y avait quand même un bon écart entre les deux. L'Outaouais est situé dans les mêmes ordres de grandeur, mais on avait aussi des rendements semblables. C'est-à-dire, au lieu de 0.22, on est à 0.24. On a beaucoup de sites minces, le climat est sec. On a des moins bons rendements par là-bas. On est obligé d'avoir des rotations plus longues, même dans les dispositifs de recherche. Dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune, quand même des bons accroissements. Les taux de mortalité sont plus faibles. Malgré que même si les tiges ne sont pas nécessairement de belle qualité, là, les taux de mortalité sont plus faibles aux endroits où les climats sont plus frais. Ici, dans plus l'Estrie avec les Appalaches, là, on a sensiblement les mêmes rendements dans les dispositifs de recherche que dans les effets réels. Fait que les différences régionales, la façon qu'on explique ça beaucoup maintenant, là, je vous dirais, c'est parce que nous aussi, on développe nos connaissances puis on les améliore. Là. C'est beaucoup une différence de rendement, de structure. Vous voyez ici, je vous présente la surface terrière par classe de diamètre, un peu comme les structures que je vous disais au début. En théorie, on se disait, une structure équilibrée, ça serait un genre de plateau de surface terrière dans les 20-28 et plus.
on se rend compte que c'est les moins bons rendements qu'on a, surtout quand on a des surfaces terrières assez élevées dans les tiges de 50 cm et plus. Ça, c'est le genre de rendement qu'on avait dans les Laurentides. Tout ce qui est autour de la réserve faunique Pépino-Labelle, là, qui est centré autour de ça, c'est nos rendements les plus faibles. Nos meilleurs rendements, le Bas-Saint-Laurent, vous voyez, c'est des structures en bleu où il y a beaucoup de petites tiges. Essentiellement, c'était à l'époque ce qu'on appelait du pré-jardinage. Ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'éclaircie jardinatoire, c'est sensiblement la même chose. L'idée, c'est des jeunes peuplements qui souvent ils ont une forte perturbation dans le passé, des coupes fortes, qui sont pratiquement équiliennes, c'est-à-dire pratiquement tous des tiges du même âge, mais il y a quand même un minimum de variation. Puis qu'aujourd'hui, ben c'est des tiges qui arrivent à 30 cm puis qui grossissent, des tiges assez jeunes, assez vigoureuses. Ça donne un très bon rendement. Ici, le cas de l'Estrie, là, plus avec les Appalaches, là, la région écologique 3D, on a une situation vraiment intermédiaire avec un rendement intermédiaire. T'sais, on a un peu plus de moyens bois, d'arbres qui ont 30-38 cm. On a quand même un rendement qu'on considère acceptable à 0,32 m² par hectare par année. C'est l'équivalent de ce qu'on a dans les dispositifs de recherche. Mais par contre, c'est quand même moins que ce qui était attendu avec les hypothèses dont je vous parlais au début, là, mais c'est quand même des rendements qu'on peut considérer acceptables. D'autres retombées qu'il y a eu à 10 ans, ben, ça a servi, entre autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé nos modèles de croissance qui prédisaient avec des résultats qu'on observait de ce réseau-là. Ces réseaux-là n'ayant pas été utilisés dans l'étalonnage des modèles de croissance. Fait que ça, c'est une note de... Puis ce qu'on constatait essentiellement, que les modèles performent quand même bien. C'est plus difficile dans les cas des bétulets jaunes résineuses, des peuplements avec le bouleau jaune. Puis, puis à l'avenir, à partir de maintenant, ces données-là sont utilisées en étalonnage. On est en train de réviser ces deux modèles de croissance-là, puis les données ils sont utilisées pour ça. Fait qu'on fait une boucle vraiment d'amélioration des modèles à partir de ces résultats-là, mais les modèles de croissance, ils performent assez bien pour simuler ces résultats-là. On a aussi calculé les diamètres à maturité pour les rabassiques et le bouleau jaune. On s'est servi des données de dispositifs de recherche ainsi que celles de mesure des effets réels. Essentiellement, ce qu'on constate, c'est que un beau gros érable à sucre ou bouleau jaune, s'il est en haut autour de 45 cm, c'est un peu notre point de rupture où que là, le risque de le laisser en forêt est plus grand que le bénéfice. On risque plus de le perdre ou de le voir se dégrader qu'on risque de gagner du volume ou de la valeur. Dans ce cas-ci, c'était en valeur monétaire, je pense, pour les sillages, là, mais bon, c'est toute une note de recherche qui s'intéresse à ça pour aller voir plus en détail, mais c'est important parce que c'est quelque chose qui est vraiment... qui est rattaché à un rapport d'un comité qu'on a préparé en 2014, puis qu'on appelle le fameux CIMOT, l'acronyme horrible, mais qu'on trouve facilement sur Google, puis il sort tout de suite. Puis avec ce rapport-là, ça a changé les pratiques sur terre publique. Maintenant, le ministère se permet de récolter des beaux gros arbres de belle qualité qu'on ne se permettait pas auparavant, puis ça a amélioré évidemment la rentabilité pour les usines, les approvisionnements. Ça change les approvisionnements. Puis tout ça découle des résultats, entre autres, de ce projet-là et de d'autres projets. Bon, ça, je l'ai expliqué. D'autres retombées, on a évalué, ça c'est un article qu'on a publié l'automne dernier sur le risque de mortalité des arbres. Un point général qui ressort d'intéressant avec ce réseau-là qu'on ne voyait pas ailleurs dans d'autres réseaux, c'est le risque de mortalité des arbres. On a regardé selon l'état s'ils meurent sur pied ou déracinés ou cassés par le vent. Puis on voit que oui, des fois, on a des risques de mortalité plus élevés pour des plus grands arbres, mais c'est surtout des arbres qui meurent, ici on voit cette courbe-là, qui sont déracinés. Les arbres plus gros, c'est pas tant un risque qui meurt sur pied qui fait qu'il va être plus haut risque de mortalité, c'est surtout qu'il risque de se faire rabattre par une rafale de vent. Puis ce risque-là, il est beaucoup plus élevé quand on a des endroits où la température annuelle normale est plus élevée. On pense plus quand on est plus proche de l'érablière tilleul, du domaine de l'érablière tilleul, plutôt que le domaine de la sapinière au bouleau jaune. Nos arbres déracinés, essentiellement, là, c'est des gros arbres dans l'ouest de la province, vers le sud, vers la vallée de la Gatineau, puis ces coins-là. C'est pas des arbres du Bas-Saint-Laurent. En gros, là, c'est ça qui ressort comme information. Fait que ça a une implication sur la dynamique, là, qui montre que la dynamique n'est pas la même. Même si on a des érablières aux deux endroits, on a quand même des différences de dynamique. Il faut y penser quand on se met des objectifs de production aussi. Ça a aussi servi à l'étalonnage de Biolé 2 du service du Centre canadien sur la fibre de bois avec Jean-Martin Lucier, qui est un outil d'optimisation de la conduite des peuplements jardinés. Les données ont servi à ça. Je ne ferai pas une présentation là-dessus. Jean-Martin il en fait régulièrement. Là. Il y en a
plusieurs qui n'ont sûrement entendu parler. Ensuite, j'arrive au troisième résultat à 20 ans. Ça, c'est des nouveaux résultats. Je les présente la première fois aujourd'hui. Ce sont des résultats préliminaires parce qu'on n'a pas fini l'échantillonnage. On espère finir cette année l'échantillonnage d'environ 20 ans. Là, on s'entend, on a arrêté de suivre la cédule à l'année près. Là, on y va, il y a des 19 ans, des 21 ans, puis on y va d'une façon que ce soit plus efficace au niveau des budgets. C'est des données préliminaires. Je vais vous présenter beaucoup de données avec des volumes. Je me suis servi des volumes, des modèles qui sont intégrés à la plateforme CAPSIS d'Artemis 2014 essentiellement. C'est le volume marchand brut, c'est les modèles qu'on utilise, qui sont utilisés ensuite par le bureau du forestier en chef pour ces calculs. Je vais vous présenter le bois d'œuvre, que j'appelle BO. C'est vraiment le bois d'œuvre essentiellement pour les feuillus. C'est l'ensemble du bois d'œuvre, mais pour les feuillus, ce que je vous présente, c'est un modèle qui tient compte de l'essence, du diamètre de l'arbre et de la classe de qualité ABCD. Parce qu'on peut utiliser un modèle général qui ne tient pas compte de la qualité des tiges. Puis au niveau du bureau du forestier en chef, c'est pas ça qu'ils utilisent pour des raisons tout à fait justifiées. Là. Mais là, pour aujourd'hui, j'ai utilisé ces classements-là, vu qu'on avait la donnée, puis que ça permet d'être plus précis. Et je vous présente aussi des chiffres sur le bois d'œuvre feuillu de haute valeur. On s'est mis à travailler beaucoup avec ça ces dernières années dans le ministère, puis même le forestier en chef a commencé à se servir de ça comme indicateur. C'est vraiment le volume du déroulage des billes F1 F2. Ça, c'est vraiment des sillages de haute valeur, de belle qualité. C'est pas du sillage pour faire de la palette. C'est vraiment du sillage pour faire des bois comme du select, essentiellement pour des planchers puis des meubles. Puis, dans nos essences de haute valeur dans le feuillu, les rabats sucre, les bouleaux jaunes, bouleaux à papier et les chênes. Essentiellement, c'est le chêne rouge. Ça ici, c'est vraiment, je vous dirais, ça, c'est le bout critique pour l'approvisionnement des usines. Ça ici, c'est l'ensemble du bois d'œuvre. Ben là, ça permet d'inclure le résineux puis du bois de palette. Puis c'est certain que les approvisionnements sont plus attribués à ce niveau-là, l'ensemble du bois d'œuvre. Puis le volume marchand brut, ben ça fait un lien avec les hypothèses du manuel assez bien. Puis ça permet d'avoir une idée de l'ensemble du tas de bois, si on veut. Mais ce qu'on se constate, ce qui vient critique des fois pour faire des opérations dans des secteurs, c'est ce volume-là. C'est pour ça que je vous le présente. Ça fait 3 chiffres, là, mais on va essayer de focusser pour pas trop se perdre là-dedans. Essentiellement, puis je vais avoir des chiffres en surface terrière. D'abord, en surface terrière, l'accroissement annuel net moyen pour la période 0 à 20 ans, on a monté une moyenne de 0,27 m² par hectare par année. Je dis 0,30, 0,33, c'était nos chiffres qu'on avait dans les dispositifs de recherche souvent. C'est regarder comment ça a progressé vers la hausse. Si on reprend ce sous-ensemble de données-là qu'on a échantillonné sur 20 ans, ça nous donne 0,16 dans le premier 5 ans, 0,29 dans le deuxième, puis ensuite 0,33 dans le 10 à 20 ans. L'accroissement en surface terrière, il est quand même bon. On a parti lentement, mais on s'améliore. Si on compare avec les dispositifs de recherche qui sont en bleu, c'est que finalement, les dispositifs de recherche, on a commencé très fort. De la façon qu'on sélectionnait nos arbres, on enlevait les arbres les plus dégradés en premier. On a eu un bon taux d'accroissement en partant, mais entre 10 et 15 ans, on s'est mis à s'essouffler à plusieurs endroits. C'est des résultats qui ont été publiés en 2012 là, avec mon collègue Steve. Puis tandis que dans les effets réels, on est parti en tortue, puis on s'est mis à accélérer. Essentiellement, on avait des gros arbres qui sont dégradés, qui sont morts rapidement au début. Puis ensuite, on a des arbres plus jeunes, de meilleure qualité, qui s'accroissent. Alors que dans les dispositifs de recherche, on n'a pas fini. On a laissé des gros arbres qui étaient limites, tu sais, qu'on a dit, on pense être bon pour les garder encore à 20 ans, puis effectivement, là, ça fait ça, mais en fin de rotation, on se met à en perdre plus. Il y a quand même des différences selon les secteurs, là, parce qu'on voit que la variabilité est quand même grande. C'est pas pareil si on est dans la vallée de la Gatineau, ou si on est dans les Laurentides ou dans la région de Québec, là, mais on voit que la dynamique est pas la même. Si on regarde ça par groupe de peuplement, en surface terrière dans les effets réels, vous voyez que les érablières de la région écologique 3B, là, ce que j'ai fait pour plusieurs graphiques, vous allez le voir, là, c'est dans le même style. Je présente les résultats d'une région, comme le ER 3B, c'est érablière de la région écologique 3B, ça, c'est les Laurentides, essentiellement. C'est centré là-dessus. Je vous ai mis en parenthèse d'autres situations qui sont comparables. Les chiffres sont très semblables. Je n'ai pas fait de test statistique, je ne suis pas rendu là dans mes analyses, mais par expérience, là, ça va être des résultats qui ne seront pas significativement différents. Tandis que j'ai mis un deuxième groupe qui est plus le groupe plus élevé, les érablières de la région 3D. Ça, c'est plus l'Estrie puis les Appalaches, là. Avec les érablières 4FGH, c'est le Bas-Saint-Laurent essentiellement.
Puis, vous avez un autre groupe qui a des rendements plus élevés. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment deux catégories de rendement. Ici, on a des érablières qui sont très jeunes. Ici, sont moins jeunes, mais quand même jeunes. Il y a beaucoup de jeunes tiges. Puis ici, on est vraiment dans le domaine, beaucoup, ces deux-là, de la sapinière à bouleau jaune, des conditions plus fraîches, plus nordiques. Ici, c'est le gros morceau. On est beaucoup vers le Témiscamingue, l'Outaouais, les Laurentides, puis une partie qui touche à la Mauricie, là, un peu. Là. Mais, essentiellement, c'est ça. On voit qu'il y a vraiment une différence de rendement entre les deux. Puis si on reporte ça sur 20 ans, cet accroissement annuel-là, ça veut dire qu'en 20 ans, on a produit 4 mètres carrés à l'hectare dans certaines régions, dans d'autres, on est à 7. Généralement, c'est rare que les gens font des opérations en bas de 6 mètres carrés à l'hectare de prélèvement, puis souvent, on cherche du 8, 9, 10. Fait que ça donne une idée. Là. Ici, on est loin de reconstruire notre surface terrière en 20 ans. L'accroissement est loin d'être suffisant. Tandis qu'ici, on peut être capable d'opérer à plusieurs endroits. C'est ce que ça veut dire en 20 ans. Encore une fois, je vais remonter le même graphique que tantôt. J'ai juste mis les chiffres 10 ans à place. Mais c'est la même interprétation. Ça, c'est la structure qui avait été laissée après coupe. C'est toujours la même interprétation. On disait, regarde, ça, c'était des jeunes peuplements. Puis ici, c'était vraiment des vieilles forêts. Avec beaucoup de vieux gros arbres quand même qu'on a laissés dans ces régions-là. Puis on n'a pas les mêmes rendements. En volume, bon. En termes de, là, on repense aux hypothèses manuelles, là. Si on regarde le volume ici, je l'ai séparé, le volume, vous avez le volume total, ça vous donne le volume marchand brut. La partie du haut, c'est le volume feuillu, bois d'œuvre feuillu de haute valeur, notre érable, bouleau jaune, tout ça. Vous voyez, c'est des petits volumes, c'est autour de 10 mètres cubes sur 200 qu'il y avait avant coupe dans les régions qui en avaient le moins. C'est des régions plus nordiques, essentiellement. Des érablières du domaine de la sapinière, là, fait que c'est vraiment dans le nord. Puis le restant, c'est le reste du volume marchand brut, 9 cm. C'est des prélèvements qu'on a, des volumes qu'on a laissés, qu'on a laissé autour de quoi? 135 mètres cubes à l'hectare à peu près, on partait autour de 200. Les endroits qui en avaient le plus, on prélevait autour de 17 mètres cubes de bois d'œuvre, environ 35%. Fait que le prélèvement était de l'ordre de 35% aussi, là, en termes de volume de bois d'œuvre. Si on la regarde sur l'ensemble, les cas les plus élevés, ici, dans les érablières de tout ce qui touche le Témiscamingue, puis ici, le centre du Québec, un peu la Mauricie, la Naudière, dans ces coins-là, on avait des chiffres autour, mais la moyenne que les chiffres sont présentés, c'est pour les Laurentides. Fait que toute cette zone-là, vraiment de l'érablière, on était autour de 280 mètres cubes à l'hectare. C'est des gros volumes sur pied. Là. C'est vraiment énorme. Mais il y avait plus de bois d'œuvre aussi. Mais on voit quand même la proportion de bois d'œuvre total. Globalement, on avait 79 mètres cubes à l'hectare de bois d'œuvre, dont un peu moins de la moitié qui était du volume feuillu de haute valeur. Le reste, c'est vraiment carry, non-utilisation, bois trop petit, des branches, des bois comme ça. Au niveau des volumes récoltés, si on les ventile par catégorie, on voit qu'au niveau du volume marchand brut, ce qu'on a prélevé, c'est 55% du... non, excusez. Ce qu'on a récolté, c'est autour de 80 mètres cubes à l'hectare, mais ce qu'on a produit en 20 ans, c'est autour de 45 mètres cubes à l'hectare. Fait qu'on a atteint 55% de la cible en 20 ans. Au niveau du volume de bois d'œuvre, on est à 68, puis le bois d'œuvre de haute valeur, on est à 78%. Fait qu'on reconstitue un petit peu plus rapidement notre volume de bois d'œuvre de haute valeur que le volume marchand brut global. C'est quand même une bonne nouvelle pour ça, mais on est quand même en moyenne on a quand même, il reste plusieurs années avant de se rendre à la cible. Mais ça varie selon les régions. Là, je vous le ventile par région. Là, je vous ai présenté, ça va être ces groupes-là qui vont suivre pour la suite, là, parce qu'à l'œil, ils se distinguent. Ça ne veut pas dire qu'il va tout avoir des différences significatives à la fin, là, mais je pense que pour la présentation, ça va être pratique. Là. Vous allez voir le volume récolté et produit en 20 ans. Qu'est-ce qu'on a dans plus qui est dans l'ouest, si on veut, un peu plus les érablières des régions 2A, 3A, essentiellement, c'est l'Outaouais. On récoltait autour de 90 mètres cubes à l'hectare de volume marchand brut, puis on a produit 34. On est à 38% de la cible. On est vraiment loin dans ces coins-là de se reconstituer. C'est comparable ou même un peu pire dans les érablières des Laurentides, des 3B. On est à 28% de la cible. Le Bas-Saint-Laurent, puis l'Estrie, ben là, essentiellement, on a reconstitué notre volume prélevé, même qu'on est en train de le dépasser. Comme je disais, c'est des érablières plus jeunes, puis avec des volumes plus faibles sur pied, puis qui sont en bonne croissance. Puis les bétulets jaunes résineuses, on les voit, se démarquent aussi. Il y a des volumes beaucoup plus faibles, prélevés, mais autour de 68% de la cible. La même chose, mais en bois d'œuvre,
En bois d'œuvre récolté. Ouais, au début, j'étais en volume marchand brut. Là, j'étais en bois d'œuvre. Bois d'œuvre récolté, le même principe, mais en bois d'œuvre. Fait qu'on voit qu'on est autour de 40-45% de ce qu'on a récolté qui a été produit en 20 ans dans ces régions-là, qui est pas mal toutes les l'ouest de la province. Encore une fois, ici, le Bas-Saint-Laurent, puis là, c'est les chiffres du Bas-Saint-Laurent. Là. On a produit 2 fois plus de bois qu'on en a récolté. C'est simple, c'est des forêts qui n'avaient pas beaucoup de bois d'œuvre. Puis là, aujourd'hui, ils arrivent juste dans des diamètres à 34, 36, 38 cm où ils se mettent à en produire. Si on le prend en bois d'œuvre de haute valeur, essentiellement, là, à ce moment-là, dans l'Outaouais, on a produit à peu près la moitié de ce qu'on a récolté à l'époque. Dans les érablières plus des Laurentides, on avait prélevé des gros volumes de bois d'œuvre. On est autour de bois d'œuvre feuillu de haute valeur, là. 15 mètres cubes à l'hectare, c'est vraiment le plus haut qu'on a vu, c'est des gros volumes. Puis là, on est à peu près à 6 de produits pour l'instant en 20 ans. Et encore une fois, là, je disais le Bas-Saint-Laurent qui est en très forte production de bois d'œuvre feuillu de haute valeur. Les bêtises jaunes résineuses aussi qui sont en train de dépasser le prélèvement de l'époque. Souvent, c'est qu'on a récolté du résineux, laissé des petites tiges, puis beaucoup de petits bouleaux jaunes qui commencent à produire puis à donner des diamètres intéressants. En conclusion, est-ce des rendements décevants? Si on se fie aux hypothèses qu'on avait dans le manuel d'aménagement forestier, puis qu'on regarde les peuplements qu'on a traités, tout ce qui, je résumerais dans les Appalaches, tout ce qui est de l'Estrie jusqu'au Bas-Saint-Laurent, non. On est assez proche de nos cibles. On a atteint ou dépassé les prélèvements qu'on avait fait à l'époque. On a reconstruit ou même dépassé les volumes de bois d'œuvre. On a quand même des bons rendements, puis il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si on regarde, je résumerais ce qui est sur le bouclier canadien, essentiellement tout ce qui est au nord, ça arrive nord du Saint-Laurent. On se comprend, là, on n'est pas dans des données dans la vallée du Saint-Laurent à ce moment-là. Oui, ça peut être décevant. On est à 28 à 68 de la cible en général. Là. Mais il faut être conscient que les hypothèses du manuel d'aménagement forestier, avec le regard d'aujourd'hui, c'est facile de juger du passé quand on est 20 ans en arrière. On se constate que c'était quand même optimiste pour des vieux peuplements. Puis, c'était pas que les gens étaient malhonnêtes ou quoi à l'époque. C'est juste une question qu'avec les données, les connaissances préliminaires et initiales que les gens avaient, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Puis aujourd'hui, ben, même nous autres, là, les premiers résultats de recherche qu'on avait sur les rendements, après 5 ans de jardinage, on avait des très bons accroissements. Mais ça s'est estompé par la suite, ça l'a baissé. Puis on connaît mieux nos érablières aujourd'hui puis nos rendements qu'on a. Il manquait essentiellement le constat qu'on fait aujourd'hui, si on dit il manquait de ce qu'on appelle le CFC, là, le capital forestier en croissance. C'est nos belles tiges d'avenir, c'est mes vigorins que je vous présentais tantôt. Avec la classification MSCR, c'est des C et des R qui ont du bois d'œuvre. C'est des belles tiges saines qui n'ont pas de défaut majeur, pas de caries, pas de dépérissement, puis qui sont dans ces classes de diamètre-là essentiellement, 10 à 44 cm. C'est des petites tiges plus jeunes, plus vigoureuses, qui ont une bonne capacité de croissance. Souvent, on partait de vieilles forêts matures, un peu surannées, avec beaucoup de vieux gros arbres qui n'ont pas une grande capacité de réagir aux éclaircies. Puis, on a eu beaucoup de pertes par mortalité. Là, essentiellement, je vous amènerais, on avait la chance d'aller en forêt aujourd'hui, je pourrais vous amener à Duchesnay, voir nos dispositifs de recherche, puis vous verriez des places qu'on a fait 2 coupes de jardinage depuis le temps, puis ces vieux gros arbres-là, vous les retrouvez presque plus. On a fini par aller les chercher, puis on a des structures beaucoup plus jeunes aujourd'hui, et beaucoup plus de petites tiges, puis on s'attend à avoir des bien meilleurs rendements, essentiellement. Il y a vraiment une notion de conversion de structure pour amener vers une structure plus productive. Puis là, c'est ce qu'on a appris dans les dernières années. Là. Si on compare les rendements par rapport aux accroissements à surface extérieure des dispositifs de recherche, ben, je dirais que c'est plutôt non. Est-ce que c'est décevant? Je dirais plutôt non. Dans le sens que, comme je vous disais tantôt, les effets réels, on a démarré en tortue, puis on a fini à course, si on veut, parce qu'on a eu une forte mortalité initiale, des tiges dégradées. Puis dans les dispositifs de recherche, ben, on avait laissé des grosses tiges plus ou moins vigoureuses parce qu'on voulait les garder plus longtemps, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de prélèvements. Puis on est parti à la course, mais on a fini en tortue un peu. C'est pas comme ça partout, mais il y a bien des sites que passé 10 ans, les rendements sont mis à s'estomper, puis à s'atténuer, puis à un moment donné, l'accroissement n'est pas suffisant. Donc à la fin, des fois, ça se compare, là, ça donne des choses assez semblables, partir en tortue ou à la course. Puis, tu sais, est-ce que c'est des rendements décevants si on pense à la faisabilité
d'une prochaine coupe partielle. Là, à ce moment-là, je me détache de l'ancien manuel d'aménagement forestier, qui, soit dit en passant, n'est plus en vigueur. On travaille avec d'autres outils puis d'autres hypothèses. C'est plus avec des modèles de croissance. Est-ce que c'est par rapport à la faisabilité d'une prochaine coupe partielle sur le bouclier canadien, parce qu'on l'a dit pour les Appalaches, c'est pas un problème. On regarde ce qu'on a sur pied à 20 ans. En moyenne, là, ça donne des gros, c'est des ordres de grandeur. Là. On est autour de 200 mètres cubes à l'hectare de volume marchand brut. On a quand même autour de, ici, là, dans les érablières des Laurentides, il reste encore autour de 24 mètres cubes à l'hectare de bois d'œuvre feuillu de haute valeur. Là. Il y a encore du bois dans ces forêts-là. Là. C'est pas vidé. Puis, puis ce volume-là, ici, là, ce 24-là, il s'accroît à un rythme de 0,3 mètres cubes par hectare par année présentement. Si on attend ça prend 10 ans pour aller chercher un 3 mètres cubes. Ça va dépendre à quel rythme qu'on y retourne, puis comment on est patient, mais tranquillement, pas vite, il y a encore du bois qui s'accumule là-dedans. Il y en a un peu moins dans l'Outaouais, si on veut. On est plus à 14 mètres cubes. Mais il y a encore du bois d'œuvre de d'autres qualités aussi au travers. Puis quand on regarde les les jaunes résineuses, c'est un peu le même constat. C'est comparable. Il y a encore du bois dans ces forêts-là. Là. Mais il ne faut pas se faire des attentes qu'on avait initialement de tout reconstituer ce qu'on avait au préalable. Là. Il faut repenser notre aménagement. Fait que comment ces conclusions-là peuvent me permettre de contribuer à améliorer nos pratiques sylvicoles? Bien, essentiellement, comme je disais au début, ça a servi beaucoup à alimenter la réflexion qui sous-tend les guides sylvicoles qu'on a produits dans les dernières années, entre autres le tome 2, sur lequel on a travaillé beaucoup. On a été impliqué beaucoup au niveau de la direction de la recherche forestière. Des traitements comme la coupe progressive et régulière, l'éclaircissage ordinatoire et le jardinage, ces traitements-là, ça a aidé à mieux cibler la réflexion par rapport à ça. Évidemment, ces données-là servent aujourd'hui à étalonner et valider les modèles de croissance, dont Artemis, qui est utilisé par le Bureau du forestier en chef. Ces deux modèles de croissance-là sont branchés à MERIS. Là. Tantôt, on va parler plus de MERIS, c'est un module d'évaluation de la rentabilité des investissements sylvicoles qu'a développé le Bureau de mise en marché des bois. Donc, les gens peuvent se servir de ces outils-là de façon indirecte. Puis, ça nous donne aussi une meilleure compréhension de l'évolution des peuplements traités, entre autres la notion de diamètre à maturité, de venir dire, à un moment donné, il y a des beaux gros arbres qu'il est temps de les récolter au lieu d'attendre qu'ils pourrissent en forêt. Là. Puis, on a mis beaucoup en importance l'importance de protéger puis de miser sur des peuplements qui auront une bonne quantité de tiges de 10 à 44 cm, qui sont de belle qualité dans nos essences désirées. C'est notre avenir, c'est ce qui va nous donner notre production, notre accroissement. Miser plus sur ces tiges-là que sur des vieilles grosses tiges. Puis, on a aussi une meilleure compréhension de la mortalité et de la dynamique régionale des peuplements, évidemment. Là, les perspectives, je suis vraiment sur la fin, on va être correct. On vise en 2018 à compléter le mesurage 20 ans, si on veut. Puis, à ce moment-là, on pense suspendre les mesurages quinquennaux. Là, on ne pense pas remettre de l'argent là-dessus pour les 5 prochaines années. Peut-être qu'il y aura un ensemble de placettes qui pourront être utilisées à 30 ans pour les besoins de la validation et étalonnage d'Artemis. On verra rendu là. Puis, on va travailler aussi sur les effets des modèles sur le bois d'œuvre, parce que la façon d'évaluer le bois d'œuvre, ce qui est ressorti en faisant ce travail-là, j'ai calculé avec différents modèles. Puis, certains modèles pourraient donner moins d'accroissement que d'autres. Il va falloir faire un lien aussi avec les gens du niveau du forestier en chef, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Vraiment, il va y avoir des choses à approfondir à ce niveau-là, dans la validation des modèles. On a aussi, on s'en va vers peut-être des nouveaux projets d'effets réels. Tantôt, on parlait du rapport du vérificateur général. Dans le plan d'action, il y a la dernière action, la 36, est sur mon bureau. Puis, essentiellement, c'est de faire un peu un bilan de ces effets réels-là, puis de proposer de nouveaux projets d'effets réels. Essentiellement, vers où on s'en va, c'est certain que présentement, c'est beaucoup des coupes progressives et régulières qui se font en forêt feuillue au Québec. On a peut-être, à l'époque, on avait autour de 40-45 000 hectares par année de coupes de jardinage. Aujourd'hui, on en a peut-être 2 000. Puis peut-être un 7-8 000 hectares de coupes progressives et régulières à couvert permanent. Puis une autre variante, un autre 7-8 000, une autre variante qui est à régénération lente. Sur peut-être un 20 000 hectares de coupes commerciales en forêt feuillue. Le jardinage en compte peut-être pour 10 là, de nos jours. Puis, fait que là, c'est certain que là, il va falloir aller chercher des connaissances pour aller valider des hypothèses pour les autres traitements. C'est vers ça qu'on veut s'en aller.
En passant, aujourd'hui pour la journée, on parlait de traitement sylvicole, là, une petite plug, là. On a d'autres résultats qui sont publiés récemment. S'il y en a qui s'intéressent à d'autres traitements comme d'éclaircie commerciale ou des cas des érablières qui sont dans des conditions vraiment nordiques, là. Ça, c'est une note de recherche qui est publiée. Il y en a une autre qui suit, là, elle va être publiée d'ici la fin mars. Ça, c'est un mémoire de recherche, le deuxième en bas qui s'en vient probablement pour avril ou mai. Là. Il est déjà prêt en réalité. Là. Il reste toute l'édition à faire. Puis je vous remercie votre attention. Puis j'ai vraiment pas fait ça tout seul. J'ai des dizaines de personnes depuis quasiment 25 ans qui ont travaillé là-dessus. Puis comme on peut le voir des fois, sortir du bois du fin fond d'une fourche en novembre à l'autre bout du monde pour aller mesurer ces parcelles-là. Là. Je les remercie. J'ai mis les références à la fin de la présentation. C'est pertinent. Merci. Merci, M. Guillemette. On va baisser le ton un petit peu. Présentation très riche d'enseignements. Et je pense qu'on a un début de commencement de réponse. La recherche, pour ce qui est de la forêt feuillue, ça semble faire une différence. On sait maintenant que le plan d'action du ministère a 36 actions. Et voilà. Du chemin faisant, on va en apprendre un petit peu plus aujourd'hui. Vous nous avez rappelé, pour poursuivre sur la métaphore de l'éducation de peuplement, oui, qu'éduquer une personne âgée, c'est plus risqué que sur un jeune. Normalement, on n'a plus de temps, mais si vous avez une question, on peut en prendre une. J'ai deux questions. Alors, on va aller d'abord vers... OK. Alors, on peut déborder un peu, comme on me dit, mais pas trop, pas trop. Alors, on va aller vers M. Achin. Oui, bonjour François, Alexis Achin, je suis professeur ici et directeur du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Merci pour ta présentation. Dans ton analyse, tu montres finalement que dans l'ouest du Québec, bon, les coupes de jardinage ont donné moins de rendement. Tu attribues ça beaucoup à la structure de peuplement. Mais le test ultime pour la structure de peuplement, ça serait de montrer qu'à l'intérieur de la région, la structure peut expliquer une part de la variation que vous avez à l'intérieur de la région. Est-ce que c'est le cas? Bien, ce qui arrive, c'est que quand tu prends un réseau comme ça, là, j'ai juste, tu arrives dans un secteur, j'ai 2, 3, 4 placettes de 11, 28. Mon erreur d'échantillonnage est tellement grande que j'ai de la misère à analyser plus finement là, ces choses-là. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le prendre dans d'autres projets de recherche. Là, tu sais. Ça, j'ai un projet que j'ai démarré il y a 6 ans sur d'éclaircie jardinatoire qui est en Outaouais. Là, à ce moment-là, on va pouvoir voir, puis on s'en va mesurer ce printemps les premiers résultats 5 ans. On va pouvoir voir comment ça se comporte justement. Parce que là, c'est des peuplements beaucoup plus jeunes, beaucoup plus composés de petites tiges, qui justement dans cette zone-là où on n'a pas des bons accroissements dans nos vieilles érablières. Là, on va être capable de se donner un aperçu pour venir valider ça, comme tu le dis. Là. Parce que je trouve préoccupant dans ces résultats-là, c'est que dans l'ouest du Québec aussi, le volume prélevé était plus élevé. Oui. Et sachant que maintenant, on fait beaucoup de coupes progressives et régulières avec un prélèvement un peu plus élevé, on peut se demander, est-ce qu'on ne retournera pas dans des problèmes similaires un peu partout, finalement? Ça devient un enjeu d'aménagement à ce moment-là. Parce que là, présentement, avec les coupes progressives et régulières qu'on fait, dans la notion de coupe progressive et régulière, ce qui est irrégulier, c'est notre séquence de prélèvement. Il ne faut pas se faire d'illusion qu'on va penser revenir aux 20 plus ou moins 5 ans puis avoir une récolte comparable. Si on a besoin d'une récolte comparable, il va peut-être falloir attendre des fois 35 ans, 40 ans. Là, à ce moment-là, ça devient un enjeu d'aménagement du territoire, s'assurer qu'on a des superficies à traiter en assez grande quantité pour couvrir notre territoire sur ces périodes plus longues. Là, ça change la perspective. C'est plus dans ce sens-là. Un beau débat d'aménagement. Monsieur Gravel. Oui, bonjour François. Merci pour la présentation. Puis oui, ce travail-là de 25 ans que vous faites, votre équipe, avec la direction de la recherche, ça nous amène de la connaissance. Puis c'est traduit entre autres par le guide civicole. Puis il faut le lire. En tout cas, j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à le faire. Maintenant, on sait que la moitié de la possibilité forestière feuillue est en forêt privée. Ces peuplements-là, pour souvent plus de la moitié, sont âgés de 50 ans et moins. Okay, donc, je m'en vais là, dans la croissance. Moi.
Si tu avais à sortir quelques conclusions là, de ton 5 ans dans l'éclaircie commerciale, parce qu'on sait où ça se fait, parce qu'on a un programme d'éclaircie commerciale dans le feuillu, dans les peuplements jeunes, puis on y croit, pour structurer nos peuplements futurs, puis donner du bois d'œuvre, puis l'accroissement. Pourrais-tu juste dire quelques conclusions que tu as vues jusqu'à présent? Parce que c'est pour nous, là, c'est l'équivalent de l'éclaircie pré-commerciale dans le résineux. Ces peuplements-là, à 40 ans, qu'on est en train d'éduquer. Ben, je ne m'étirerai pas trop là-dessus, pas trop débordé, mais regardez, pensez à ce que j'ai montré dans le Bas-Saint-Laurent. C'était des jeunes peuplements qui sont à peine plus vieux que ces peuplements-là d'éclaircie commerciale dont on parle, qui a quand même des grandes superficies qu'on retrouve là, soit en forêt privée ou à forêt publique, qui est souvent à la marge de la forêt privée puis des autres territoires. On a généralement des très bons accroissements en jeune âge. Là, c'est certain qu'on parle de volume marchand brut, on parle beaucoup de volume de pâte qu'on va sortir. Plus ces peuplements-là vieillissent, mais dans le fond, le feuillu, là, pour produire du bois d'œuvre de qualité, c'est quand il arrive à 34 cm. Essentiellement, là, il devient assez gros pour pouvoir sortir. C'est simple, là, c'est un select. Une planche select, ça a 6 pieds de long, 4 pouces de large. On parlait en système impérial, là, mais c'est de même, c'est classé. Puis qui est clair de défaut. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans le bois d'œuvre. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on arrive à des arbres qui s'accroît de moins en moins, tranquillement, pas vite. Puis là on l'a vu avec les diamètres à maturité. La rupture se fait pas mal autour de 40-45 cm. Ça dépend des régions, des conditions, on s'entend, là, mais de façon grossière, là. Fait que essentiellement, c'est des très bons rendements quand on a des éclaircies en jeune âge. On va avoir en mètres carrés par hectare, on va être autour de 0,5, 0,6, 0,7 mètres carrés à l'hectare en volume marchand brut. On peut facilement avoir du 3, 4, 5 mètres cubes par hectare par année. On est plus proche des rendements de sylviculture intensive. C'est de la sylviculture intensive, effectivement. Mais avec ces jeunes peuplements-là. Merci de cette belle réponse. Est-ce que c'est une question? Oui. Alors, ça va être la dernière question. Non, mais c'est parce qu'on a des gens en ligne. C'est pour ça on a besoin de microphone. Alors, bonjour. Je suis étudiant ici à la faculté. J'aimerais savoir, c'est super intéressant, on a parlé beaucoup de la structure des peuplements. Justement, on n'est pas allé dans les classes MSCR, puis dans le 1, 2, 3, 4. Puis, étant donné que les érablières, justement, sont beaucoup martelées, est-ce que l'avenir pour optimiser la productivité de ces peuplements-là, c'est plus de jouer dans la structure, un peu indépendamment de la classification MSCR, puis justement d'essayer de ramener, d'aller sortir les gros arbres, garder des peuplements jeunes, plus que justement d'aller avec les priorités de récolte avec MS, puis, etc. Bien, souvent, ce qu'on préconise de plus en plus, c'est justement une combinaison des deux. C'est de reconnaître qu'il y a des arbres qui sont matures, qui sont prêts à être récoltés, qui ont donné le meilleur. Puis si on peut se le permettre de venir les chercher, ces arbres-là, parce qu'il y a déjà des plus petits qui s'en viennent les remplacer, bien oui, on va les monter dans nos priorités de récolte. Il y a toujours une sélection qui est pas indépendante de ce qu'il y a dans l'environnement de l'arbre. À un moment donné, si j'arrive, j'ai un beau gros érable à sucre, puis qui est dans une zone qui n'a pas d'autres semenciers d'érable à sucre, puis j'ai juste du hêtre, bien, je vais vouloir récolter mon hêtre en premier, puis à un moment donné, je vais avoir atteint mon taux de prélèvement, je vais m'arrêter, puis je vais laisser un beau gros érable à sucre sur pied. À l'opposé, j'arrive dans un secteur qui a beaucoup de jeunes érables, qui a un beau gros érable à sucre au travers, ben, je vais commencer par aller chercher pour ne pas perdre ce bois d'œuvre-là, puis ensuite, je vais venir éclaircir mes classes plus jeunes en faisant un assainissement, en récoltant des arbres qui sont plus défectueux, puis des arbres qu'on pense qui vont mourir. Le problème, c'est que si je vais récolter un arbre qui a 26 cm qui est en train de se dégrader, je vais peut-être sortir une bille de pâte de cet arbre-là. Si j'ai un 54 qui a du déroulage puis qui a 2-3 billes de sciage de haute valeur dedans, je prends un risque de le laisser sur pied. Là, il vaut cher. Surtout si je fais des coupes que je reviens non pas aux 5, 10, 15 ans comme on pourrait faire en forêt privée, mais là, je suis rendu à penser à du 25, 30, 45, 40 ans. Le risque est très élevé que cet arbre-là, entre-temps, il se dégrade ou il meurt. Il est vraiment non négligeable, ce risque-là. Puis c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il annule tous les effets bénéfiques d'en laisser d'autres qui vont pousser, qui vont bien se développer. Fait qu'à ce moment-là, on les récolte en premier. Fait que il y a vraiment une combinaison des deux, chaque chose a sa place. Là. Mais c'était de réintroduire la place de la notion de maturité dans les arbres, de ramasser des arbres matures aussi. C'est une belle conclusion. Ne pas se fier au livre de recettes, mais le jugement terrain vient interpréter le livre de recettes. Merci beaucoup, M. Guillemette. Merci. Et vous savez, quand j'étais à votre place, chers étudiants, nous, l'aménagement de la forêt feuillue,
ça se limitait à un mot, la liquidation. On est vraiment ailleurs.